Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une leçon en classe de quatrième, réaction chimique. Réaction chimique, c'est une leçon très importante dans le programme de chimie. Ici, nous allons voir qu'est-ce que c'est d'abord la notion de réaction chimique. Et réaction chimique, une fois maintenant on voit qu'est-ce que c'est que la réaction chimique, on va voir maintenant comment on peut matérialiser une réaction chimique par une équation bilan. Et on va apprendre ici comment équilibrer une équation bilan. Et là, on va finir par résolution d'un problème de chimie. Une réaction chimique. Déjà dans la première leçon, mélange et corps pur, on a vu les phénomènes physiques et les phénomènes chimiques. Et pour rappel, phénomène chimique, qu'est-ce qu'on avait dit? Un phénomène chimique, c'est une transformation au cours de laquelle la nature des corps concernés est affectée. Autrement dit, s'il y a une transformation où il y a la nature, disons, du corps initial ou bien des corps initiaux et que la nature est affectée, c'est-à-dire détériorée ou bien même, si vous voulez, détruite, dans ce cas, on va dire que c'est un phénomène chimique. Je donne un exemple. Vous avez du lait. Vous le laissez à un certain temps, ça donne du lait caillé. Vous le laissez jusqu'à 2 jours, 3 jours, ça commence à pourrir, ce qu'on appelle la putréfaction. Et de plus en plus, donc, disons, ce lait-là devient de plus en plus, en fait, détruit. Donc, ce qui fait que c'est une transformation qu'on ne peut plus revenir à l'état initial, en fait. Donc, on dit que c'est un phénomène chimique. Vous avez du fer, vous le laissez à l'air libre avec le dioxygène de l'air. Donc, il y a le fer là se transforme avec un peu l'effet de la rouille, l'oxyde de fer. OK? Et donc, ça, cette rouille qui se forme, c'est une, disons, c'est une transformation qu'on a eue, donc, et on ne peut plus revenir maintenant à l'état initial, c'est-à-dire au fer qui est à l'état neuf, qui était brillant, etc. Donc, ça, c'est des exemples de phénomènes chimiques. Et de la même manière, une réaction chimique, c'est pratiquement la même chose. Si vous avez deux corps, vous les mettez ensemble, qui réagissent, que ces corps-là réagissent en se transformant pour donner d'autres corps d'une manière chimique, on va dire tout simplement c'est une réaction chimique. Et là, donc, dans un premier temps, on peut voir, si vous voulez, là, on peut voir notion de réaction chimique. Notion de réaction chimique. Si vous voulez, on peut mettre ça grand 1. Notion de réaction. Notion de réaction chimique. OK? Donc, notion de réaction chimique. Et là, on peut avoir des exemples. Donc, on va mettre exemple. On peut avoir plusieurs exemples. Premier exemple qu'on peut donner ici, on peut prendre la combustion du carbone, tout simplement. Combustion du carbone. Combustion du carbone. Donc, vous prenez le carbone, vous le brûlez dans le dioxygène et il se transforme en donnant en fait un dégagement du dioxyde de carbone. Et donc, si on avait à matérialiser cela, du carbone, on a appris déjà les éléments chimiques et chaque élément chimique est représenté par un symbole. Donc, le carbone est représenté par C. Donc, vous le mettez ensemble en présence de dioxygène et vous brûlez. Donc, il y a en fait la formation du dioxyde de carbone qui se forme. Et donc là, on va dire que c'est une réaction chimique. Donc, ça, c'est un exemple. On peut avoir un autre exemple. On peut avoir là une combustion. Combustion, chaque fois si on parle de combustion, c'est le fait de brûler un corps. C'est ça qu'on appelle combustion.
combustion du fer, donc on peut prendre du fer ou du soufre, ok, on va dire du soufre avec de la limaille de fer. Limaille de fer, c'est un peu de la poudre, mais qui a un peu des grains, limaille de fer. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du soufre, et soufre, on peut, a toujours souvent l'aspect jaunâtre. Vous le mettez avec un peu de poudre de fer, ce qu'on a appelé limaille de fer. Maintenant, on brûle. Donc, ça, on voit que ça se transforme. Et en fin de compte, on obtient un résidu noir, noirâtre. Un résidu noirâtre. Donc, on obtient un résidu noirâtre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le soufre, le symbole de soufre, c'est S. On l'a mis avec le fer. Donc, nous avons en fait un résidu noirâtre de la formule FeS. Donc, ça, c'est un résidu. Résidu, c'est le reste en fait. Résidu noirâtre. Et là, on peut donner le nom, on l'appelle tout simplement sulfure de fer. Sulfure de fer. Ok? Donc, ces deux exemples-là, ce sont des réactions chimiques. On mélange deux corps, deux éléments chimiques, on les fait réagir et ça donne un autre corps. Et là, l'exemple qu'on peut donner, c'est comme quelqu'un qui est dans une usine ou bien dans une industrie. Si vous êtes dans une industrie, on a les matières premières. Et si on a les matières premières, donc l'usine fait un peu la fabrication, la transformation, et au bout du compte, il obtient un produit. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, nous avons les corps qu'on a fait réagir, qu'on appelle tout simplement les réactifs. Donc, dans ce cas-là, on les appelle les réactifs. C'est les corps qui ont réagi tout simplement. On peut avoir ici les réactifs. Et ce que nous avons obtenu en termes de résultats, c'est ça qu'on appelle tout simplement produit. Comme quelqu'un qui est dans une usine et qui fabrique des choses. Et ce que l'usine fabrique, on appelle tout simplement produit. C'est de la même manière ici, nous avons des produits. Et donc, à partir de là, on peut définir qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique. Donc là, on peut mettre ici définition. Donc, 1, 2, définition. Définition de réaction chimique. Peut-être maintenant, on pourrait même définir d'autres éléments aussi de réaction chimique. Définition de réaction chimique. Et quelle est la définition? D'après ce qu'on vient de dire. Donc, ça devient maintenant aisé de définir tout simplement une réaction chimique. Donc, on a employé des termes qu'on peut réutiliser pour définir une réaction chimique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a des corps qui ont réagi, qui sont appelés réactifs. Et maintenant, il y a une transformation chimique et qui donne d'autres corps. Donc, on peut avoir un seul corps ou bien plusieurs corps donc, qui sont appelés produits ou bien qui est appelé produit. Donc, on peut dire tout simplement par définition, une réaction chimique est une transformation chimique au cours de laquelle un ou des corps appelés réactifs donnent ou bien se transforment pour donner un ou d'autres corps qui sont appelés tout simplement produits. Ou bien souvent, à la place d'autres corps, on peut dire tout simplement espèces. Donc, mais retenez ça. Donc, c'est une transformation chimique parce qu'on a appris transformation physique. Donc, ça, c'est une transformation chimique. Donc, c'est ça un peu qu'il faut comprendre, réaction chimique. Et on peut dire tous les jours, nous avons des réactions chimiques parce qu'on met en combinaison des éléments et que les éléments réagissent et pour donner souvent des réactions chimiques. Donc, c'est important, on peut. Maintenant, mais le chimiste est extrêmement intelligent, dit de telle enseigne que, donc chaque fois que vous avez une réaction chimique, le chimiste va essayer maintenant d'une manière très simple de condenser et de donner en tout cas un résumé pour cette réaction chimique. Et c'est ça, comme nous l'avons fait ici, ce qu'on appelle l'équation bilan. Donc ici, on va voir cette partie-là. Donc on peut noter ça grand 2, équation bilan d'une réaction chimique. Équation
bilan. Équation bilan d'une réaction chimique. Équation bilan d'une réaction chimique. Et donc là aussi, c'est très important de connaître ou bien d'écrire, de pouvoir écrire correctement une équation bilan. Ben là, tout à l'heure, j'ai parlé de réactifs. Et réactifs, retenez tout simplement, lors d'une réaction chimique, ce sont les corps qui se sont transformés ou bien qui ont réagi. C'est ça qu'on appelle les réactifs. Le produit maintenant, c'est les corps ou bien le corps qui s'est formé ou bien qui sont formés. OK? Donc, maintenant, là, l'équation bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équation bilan, c'est une, disons, l'équation bilan, ça nous permet d'écrire les réactifs. Donc, dans une équation bilan, les réactifs sont écrits dans le premier membre. Ici, on peut les appeler des membres. Dans le premier membre, on a les réactifs. Et dans le deuxième membre, on a les produits. Entre les deux, sont séparés par une flèche qui se lit donne. Ok, retenez bien ça. La flèche là, on peut, disons, lire ça donne. Ok, donc c'est ça une équation bilan. On peut dire, donc une équation bilan, nous avons les corps qu'on appelle réactifs et les corps, disons, le premier membre, les corps qu'on appelle réactifs, du deuxième membre, les corps qu'on appelle produits, ou bien le corps qu'on appelle produit, donc séparés entre eux par une flèche qu'on lit donne. Ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, chaque fois vous avez une équation, en fait, n'a de sens s'il est équilibré. Et pourquoi? Parce que là, on peut voir, avant peut-être même d'écrire l'équation bilan, on peut savoir comment ça se fait, etc. Mais il y a ce qu'on appelle, ici, on peut mettre ça, peut-être là, on peut mettre ça, la conservation, ce qu'on appelle la conservation de la masse, Et la conservation de la masse, donc là, on peut se rappeler tout simplement qu'il y a une loi qui parle de cela, qu'on appelle la loi de Lavoisier. La loi de Lavoisier. Et là, Lavoisier, son vrai nom, c'est Antoine de Lavoisier, c'est en français. Donc, on peut dire c'est le père de la chimie moderne, parce que avant la chimie moderne, en fait, on avait souvent ce qu'on appelait même l'alchimie. L'alchimie, les alchimistes, c'était des gens qui faisaient la chimie, mais en fait, ils faisaient des combinaisons. Ils pensaient qu'ils peuvent faire une combinaison de métaux précieux pour avoir de l'or. Souvent, en tout cas, ils avaient souvent des laboratoires, ils avaient un peu de trucs, ils chauffaient des pierres, des trucs comme ça. Mais dans leur objectif, chaque fois, c'était en quelque sorte de pouvoir fabriquer de l'or. Supposons tu prends tel métal et tel métal, ou bien telle pierre précieuse et telle pierre précieuse, vous les mélangez en chauffant, en pensant obtenir un peu de l'or. Et Lavoisier, quand il est venu, il a démontré que ça ne serait jamais possible. Parce qu'en fait, la nature ne fonctionne pas comme ça. Un exemple très simple. Si je mélange, supposons, de l'arachide et du mil, ce que je vais avoir comme produit, c'est de la farine, de l'arachide et farine, ou bien de poudre, si vous voulez, de l'arachide et de mil. Mais en aucun cas, je ne peux attendre poudre de maïs, ou bien poudre, je ne sais pas, de sorgho, ou bien, je ne sais pas, de blé. Non. Donc, la nature ne crée pas ex nihilo un peu des éléments comme ça. Et cela, il a développé cela et finalement, il a trouvé comment on appelle, une loi. Donc, les espèces que vous avez mis en jeu, vous les avez fait réagir, c'est ces mêmes espèces, disons en tout cas en termes d'éléments chimiques, c'est ces mêmes éléments chimiques qu'on retrouve au niveau des produits. Donc, et la loi de Lavoisier, si on prend l'énoncé,
l'énoncé de la loi de Lavoisier dit quoi? Dans une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Et retenez bien cela. Donc, il y a ce qu'on appelle la conservation de la masse. Et en général, pour garder la quintessence de cette loi, nous avons une phrase souvent très célèbre que nous connaissons, en tout cas qu'on partage dans les classes ou bien même on retrouve souvent même dans la vie courante. Et cette phrase dit quoi? Dans une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et retenez bien cela. Et j'aime bien cette phrase-là. Ben, c'est peut-être, on peut dire, c'est une manière de paraphraser un peu la loi de Lavoisier en tant que telle. OK? Donc, mais retenez tout simplement que dans une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et si par exemple, je mets du soufre, du fer, donc je ne peux pas attendre ici à de l'hydrogène, à de l'oxygène. Rien ne va pas se créer au-delà des éléments chimiques que vous avez au départ au niveau des réactifs. De la même manière, rien ne se perd. Je ne peux pas avoir du soufre ici et ne pas attendre du soufre ici. Donc si j'ai du soufre, forcément du soufre va apparaître ici. Donc rien ne se perd. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans une réaction chimique? C'est juste un agencement, une transformation. Donc retenez ça comme ça. Donc, mais en fait, la loi, il faut faire la différence entre ce que je viens de dire et la loi. Parce que je viens de dire que dans une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est pas la loi. Souvent, certains élèves pensent que c'est ça la loi. Mais la loi, ça, c'est ce que je viens de dire bien avant, en disant que la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Et chaque fois, si on parle de la loi de Lavoisier, peut-être on peut penser à la conservation de la masse. OK? Donc ça, c'est un principe très important à comprendre. Cela va nous pousser à équilibrer maintenant une équation. C'est pourquoi une équation bilan, pour respecter cette loi, est toujours équilibrée. Et là, on va apprendre peut-être à écrire quelques équations bilan et à les équilibrer. Donc, on peut dire équilibrer une équation. OK, équilibrer une équation. Donc, je pense là, une équation bilan, si vous voulez. Donc, une équation, donc ça fait le bilan en tant que tel de la réaction. Donc, on doit maintenant l'équilibrer. Les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, si on regarde ici, c'était des exemples de telle sorte qu'il n'y avait même pas à équilibrer parce que c'était déjà équilibré d'office. Mais on va donner des cas où maintenant ce n'est pas équilibré. Et là, dans cette leçon, ce qui est aussi capital, c'est de savoir équilibrer une équation. Parce que c'est impossible en fait de faire la chimie sans pouvoir équilibrer une équation bilan. Donc ça, c'est impossible. Donc il faut savoir que il faut bien équilibrer une équation bilan. Mais équilibrer, donc, le terme équilibré, c'est-à-dire, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une égalité. Et ici, une égalité de quoi? Les éléments chimiques ou bien les atomes que vous avez, si vous avez un type d'atome au niveau des réactifs, qui doit avoir le même nombre de types d'atomes dans les produits. Et cet équilibre-là, toujours doit être gardé dans une équation bilan. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas gardé, on multiplie par des coefficients qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. Coefficient, peut-être il faut retenir ça, un coefficient stoichiométrique. Donc ici, T, O, E collé. Mettez CH ici. Ça, c'est les que ici. Stoichiométrique, coefficient stoichiométrique. Et les coefficients stoichiométriques, c'est des coefficients, si vous voulez, des nombres qu'on met devant la formule chimique. Il ne faut jamais maintenant toucher à la formule, changer quoi que ce soit pour équilibrer. On met tout simplement devant maintenant tout en gardant l'équilibre qu'il faut. OK? On va donner un exemple pour équilibrer une équation. Mais retenez bien, équilibrer une équation revient tout simplement
à faire de telle sorte que qu'il y ait autant d'atomes, disons type d'atomes, au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Bon, d'une manière concrète, si j'ai une équation bilan du type H2 plus O2, ça vous connaissez avec l'électrolyse de l'eau, vous vous rappelez bien. Ok? Donc là, c'est une équation bilan, n'est-ce pas? Disons pas, c'est une équation si vous voulez, on va équilibrer. Maintenant, pour équilibrer, il faut prendre élément chimique par élément chimique ou bien atome par atome. Prenons hydrogène. Nous avons ici 2 atomes d'hydrogène. Ici, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Donc, c'est équilibré. C'est bon? On continue. Nous avons 2 atomes d'oxygène. Ici, il y a 1 atome d'oxygène. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons 1 ici. Nous avons 2 ici. En général, il y a 2 possibilités. C'est-à-dire, je peux dire combien je vais multiplier par 1 pour avoir 2, ça sera 2 directement. Ou bien, tout simplement, combien je dois multiplier par 1 pour avoir, par 2 pour avoir 1. Donc là, souvent, on a le choix. Donc là, mais dans tous les cas, on doit aboutir au même résultat, au finish. En tout cas, si on continue, on peut faire ce qu'on doit faire réellement. Donc là, j'ai un atome d'oxygène. Je vais dire combien je dois multiplier par 2 pour avoir 1. Et là, maintenant, c'est très simple. Ici, c'est comme si on a une équation du type AX égale B. Donc, si vous voulez avoir ce qui est inconnu ici, vous prenez B sur A. Donc, ça veut dire là, on peut mettre tout simplement un demi. Et là, ça nous permet ici d'avoir tout simplement un demi. Vous voyez? OK? Donc, ça nous permet d'avoir ici un demi. Vous voyez? Je pense que ce n'est pas compliqué. Maintenant, là, si je fais ça, je peux vérifier. Si je prends un demi fois 2, ça me donne 1. Ici, il y a un atome d'oxygène. Ici, un atome d'oxygène, c'est équilibré. 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène sont équilibrés. Donc, j'ai bien équilibré. Maintenant, mais là, en général, si vous avez une fraction, ce qu'on conseille, on multiplie toute l'équation par le dénominateur pour éliminer la fraction. Et si on apprend à faire le bilan molaire, etc., on comprendra aisément l'importance d'éliminer la fraction. Donc, comment ça se fait? C'est très simple parce qu'en fait, si vous avez une égalité et que vous multipliez partout par le même nombre, l'égalité reste vraie. OK? Donc, allons-y, on va faire cela. Bon, ici, mon stylo n'est pas trop visible. Donc là, sinon je prends le noir, je pense que c'est pas trop. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends toute l'équation, je multiplie par 2. Et mon objectif, c'est quoi? Faire de telle sorte que qu'il n'y ait plus de fraction 1 demi. Et donc, maintenant, il ne faut pas oublier que si je multiplie par 2, je dois le faire ici. Je le fais ici, je le fais là. Mais je ne peux pas sélectionner, je multiplie ici, je laisse là-bas. Sinon, je ne garderai plus l'équilibre que je dois avoir. OK? Donc, si je le fais ici, je vais mettre 2. Bon, là, je veux, peut-être pour ne pas faire erreur, je peux d'abord réécrire textuellement l'équation, disons avec les éléments H2 plus O2 donne H2O, n'est-ce pas? Donc là, on a multiplié par 2, donc 2 ici, je multiplie, ça me donne 2 ici. 2, je le multiplie par 1 demi, les 2 se simplifient, donc il n'y a plus maintenant ici, donc il n'y a plus de fraction. Ici, si on ne met rien, sachez que c'est 1, 2 fois 1, 2, donc je mets un 2 ici. Maintenant, je peux vérifier, est-ce que c'est équilibré? 2 fois 2, 4, 4 atomes d'hydrogène. 2 fois 2, 4, 4 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'oxygène, ici aussi le 2 constant. Parce que si vous avez un coefficient stoichiométrique devant une formule, ce coefficient-là concerne tous les éléments qui sont, ou bien tous les atomes, si vous voulez, qui sont dans cette formule-là. Retenez ça. C'est comme si j'avais, par exemple, je dis 2 facteur de, je ne sais pas, x plus, je ne sais pas, 5, comme ça. Le 2 là, qui est en facteur de x est plus 5, x plus 5, ça veut dire le 2 concerne aussi bien le x que
que le 5. C'est à peu près la même chose. Si vous avez un coefficient devant une fraction, ça concerne aussi bien les deux. Ok? En tout cas, ce qu'on a devant tous les éléments qui sont au niveau de la formule. On peut donner un autre exemple très simple. Je prends ce qu'on appelle le gaz méthane, CH4 plus O2, c'est la combustion du méthane. On a CO2 plus H2O. Donc ça aussi, c'est une équation. Donc, le même principe, il faut équilibrer de telle sorte que chaque fois que je prends un atome au niveau des réactifs, je dois avoir le même nombre au niveau des produits. Dans le cas où maintenant cela n'est pas respecté, je multiplie par un coefficient pour avoir tout simplement l'équilibre. C'est simple. Donc ici, j'ai un atome de carbone. Ici, j'ai un atome de carbone. Donc les carbones sont OK. Je continue. J'ai 4 atomes d'hydrogène. Ici, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Et la question qu'on se pose, ici, il ne s'agit pas d'addition, mais combien je dois multiplier par 2 pour avoir 4, pour garder l'équilibre. C'est bon? Donc là, je mets 2 tout simplement. 2 fois 2, 4. Je continue. Donc, j'ai terminé avec les H, j'ai terminé avec les C. Je continue. L'élément chimique que nous avons ici, nous avons O, qui est un élément chimique, n'est-ce pas? L'oxygène. Nous avons 2 atomes d'oxygène ici. Vous voyez, 2 atomes d'oxygène ici. Au niveau des réactifs. Ici, nous avons combien d'atomes d'oxygène? Maintenant, là, regardez. Il y a oxygène ici, oxygène ici. Donc, vous allez voir combien on a ici et combien on a ici. On fait la somme parce qu'ils sont séparés par plus. Donc, ça aussi, il ne faut pas oublier cela. Donc, ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Tout à l'heure, je rappelais, si vous avez un coefficient direct, un coefficient, pas directeur, un coefficient stoichiométrique devant une formule, le coefficient là concerne tous les éléments qui sont au niveau de la formule. Ça veut dire le 2 là concerne aussi bien le H que le O. Donc ici, j'ai 2O encore. Donc 2O plus 2O, ça me donne 4O. Alors qu'ici, j'ai 2O. La question, combien je dois multiplier par 2 pour avoir 4 pour garder l'équilibre? Vous voyez? Donc là, c'est tout simplement 2. Ben, sinon, si mon stylo marchait, j'allais mettre en couleur pour que ça soit un peu plus visible. Ok, donc c'est ça. Je pense que c'est très simple d'équilibrer un tout petit peu. Donc je pense que ça ne pose pas de grands problèmes. Sinon, on peut donner aussi d'autres exemples. Je pense. Un autre exemple, je peux prendre ici, C2H4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Ok? Donc là aussi, on veut équilibrer. Il n'y a pas de changement, donc j'équilibre. Nous avons 2 atomes ici de carbone. Ici, j'ai un atome de carbone. Comment je peux faire pour avoir 2? Ben, je vais essayer celui-là. Bon, c'est pas encore clair, c'est pas grave. On va mettre le. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par un coefficient stoichiométrique. Et le coefficient ici, je multiplie par 2. Vous voyez? Donc, ici, je multiplie par 2. Donc, les carbones sont réglés. Ici, nous avons 4 atomes d'hydrogène. Ici, nous avons 2. Combien je dois multiplier par 2 pour avoir 4? Parce que j'ai 4. Ici, on doit avoir 4 pour garder l'équilibre. Donc, je multiplie par 2. 2 fois 2, 4. Vous voyez? Ok, je continue. Maintenant, ça me reste les O, les oxygènes. Nous avons 2 atomes d'oxygène ici. Vous voyez? Ici, il y a combien d'atomes d'oxygène? Là aussi, il faut faire très attention. Il y a oxygène dans le premier produit et oxygène dans le deuxième produit. On va maintenant faire le cumul, c'est-à-dire la somme tout simplement. Ici, 2 fois 2, ça donne 4. Ici, 2 oxygène. Donc, on fait la somme, ça donne 6 oxygène. Autrement dit, combien il faut multiplier par 2 pour avoir 6? Donc, c'est ça, tout simplement. Et donc, c'est ça, équilibré, c'est pas compliqué. Donc, il faut multiplier par 3. Donc, ici, peut-être là, je déplace un tout petit peu le plus pour avoir de l'espace. Je multiplie par 3. Maintenant, en général, si on équilibre, avant de laisser l'équation, il faut vérifier toujours. Parce qu'en général, il peut arriver que j'équilibre déjà un élément, disons, un atome,
et qu'en équilibrant l'autre, peut-être je dérange l'équilibre. Et dans ce cas, c'est pourquoi il faut toujours vérifier. Donc j'ai 2 atomes de carbone au réactif, j'ai 2 atomes de carbone au produit. J'ai 4 atomes d'hydrogène au réactif, 2 fois 2, 4, 4 atomes d'hydrogène au produit. Ici, 3 fois 2, 6, 6 atomes d'oxygène. Ici, 2 fois 2, 4, plus 2, ça donne 6 aussi, donc c'est équilibré. C'est bon? Ok, on va donner un dernier exemple. Là, je vais prendre je prends le butane, supposons. Bon, sinon, je prends, ok, j'ai le fer. Je le laisse avec le dioxygène de l'air. J'ai Fe2O3. Et là, on l'appelle oxyde de fer 1. Oxyde de fer 1, comme quelqu'un qui écrit grand 1. Ou bien, on peut l'appeler tout simplement oxyde ferrique. Oxyde ferrique. Ok, oxyde ferrique. Donc, c'est le nom. Là, on équilibre. Donc, je pense que ce n'est pas compliqué. Nous avons un atome de fer. Ici, 2 atomes de fer. Combien je dois multiplier par 1 pour avoir 2? Donc, c'est 2. Ce n'est pas compliqué. Ici, j'ai 3 atomes. D'oxygène, alors qu'ici, j'ai 2. Donc là, qu'est-ce que je fais? Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 3? Je peux faire ça. 2 fois quoi? Ça donne 3. Autrement dit, là, ça peut se faire comme ça. 2x égale à 3. Ce que je cherche ici, ça veut dire x égale à 3 demi. Ben, ça, c'est peut-être dans votre brouillon. Ça nous aide un tout petit peu. Sinon, on peut dire tout simplement ici, j'ai 3 demi. Et donc, j'ai équilibré mon équation. Sinon, maintenant, à défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois vous avez une équation avec une fraction, on peut multiplier toute l'équation avec le dénominateur pour éliminer la fraction. Et si je le fais ici, je reprends, je peux dire où, mais une fois que je trouve ça, donc c'est ok, c'est déjà bien. Maintenant, là, je vais réécrire GFE plus O2 donne Fe2O3. Maintenant, je multiplie partout par 2. 2 fois 2, 4. Donc, ça me donne 4 ici. 2 fois 3 demi. Les 2 se simplifient, ça me donne 3. 2 fois, ici, il n'y a rien. Disons, c'est 1. Donc, 2 fois 1, 2. Donc, c'est ça. On peut vérifier. 4 atomes de fer. 2 fois 2, 4. 4 atomes de fer. 3 fois 2, 6. 6 atomes d'oxygène. 2 fois 3, 6. 6 atomes d'oxygène. Donc, c'est ça. On peut équilibrer. Je pense globalement, ce n'est pas difficile. Maintenant, à partir de tout cela, on peut faire une interprétation de l'équation bilan. Donc, ça aussi, c'est important de savoir faire interprétation de l'équation bilan. Interprétation de l'équation, si vous voulez, de l'équation bilan. Interprétation de l'équation bilan. Ok? Comment on peut interpréter l'équation bilan? Autrement dit, quelle est la signification de l'équation bilan? On peut avoir 2 significations. Il y a au niveau microscopique et au niveau macroscopique. Donc, au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau microscopique, on peut dire l'équation bilan, ça renseigne ou bien ça montre dans quelle proportion les atomes, les molécules ou bien les ions des réactifs sont formés avec les produits. Ok? Retenez bien ça. Ok? Donc, ça renseigne au niveau microscopique, l'équation bilan tout simplement renseigne ou bien montre que dans quelle proportion les molécules, les atomes, les ions des réactifs se forment
pour les produits. Maintenant, au niveau macroscopique, l'équation bilan montre dans quelle proportion qu'on a en fait une proportionnalité au niveau du bilan molaire, autrement dit des nombres de moles. Donc, peut-être au niveau microscopique, au niveau microscopique, si on devait interpréter cette équation-là, niveau microscopique, on peut dire 4 atomes de fer réagissent avec 3 atomes, disons 3 molécules de oxygène pour donner 2 molécules d'oxyde ferrique. Donc d'une manière simple, c'est un peu ça l'interprétation. Maintenant, en termes de macroscopique, maintenant, on peut dire tout simplement, on peut dire 4 moles de fer réagissent avec 3 moles de dioxygène pour donner 2 moles d'oxyde ferrique. Donc c'est ça un peu l'interprétation au niveau macroscopique. Là, nous allons terminer par la dernière partie, c'est-à-dire résolution de problèmes de chimie. Et ça aussi, c'est important dans cette leçon. Peut-être on peut mettre ça grand 3. On va mettre résolution d'un problème de chimie. Résolution d'un problème de chimie. Là, peut-être dans un premier temps, on peut juste donner la démarche d'une manière un peu générale, même si ça peut varier un peu par rapport aux questions qu'on peut poser. Ok? Donc, démarche. La méthodologie, si vous voulez. Pour résoudre un problème de chimie, il y a certains éléments de base qu'il faut connaître. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire la chimie sans savoir équilibrer une équation bilan, n'est-ce pas? Donc, en général, vous avez un problème de chimie, chaque fois on aura besoin, la plupart des cas, d'équilibrer l'équation bilan. Et maintenant, après, répondre aux questions. Donc, pour la démarche, on garde, disons, la démarche d'une manière générale, tout en sachant que par rapport aux questions, au type d'exercice, ça peut varier un tout petit peu. Mais en général, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc chaque fois que vous lisez un problème de chimie, donc en lisant, il faut savoir quels sont les corps qui ont réagi, qui ont été mis en jeu. Et ces corps-là, c'est ce qu'on appelle les réactifs, n'est-ce pas? Et quand il y a maintenant une transformation, et cette transformation a donné de nouveaux corps ou bien de nouvelles espèces, et ces corps-là ou bien ces espèces-là sont appelés les produits. Et cela me permet automatiquement de pouvoir écrire l'équation bilan. Et si je connais quels sont les réactifs, quels sont les produits, donc facilement maintenant je peux écrire l'équation bilan. Le reste maintenant équilibré. Ok? Donc si maintenant cela est fait, je connais qu'est-ce que c'est que quels sont les réactifs, quels sont les produits, ça veut dire je peux écrire l'équation bilan. Et une fois qu'on écrit l'équation bilan, il y a ce qu'on appelle le bilan molaire. Ça, c'est important. Et si vous avez le bilan molaire, peut-être c'est important, on peut mettre ça dans la démarche. Le bilan molaire, bon. Bilan molaire, donc c'est important, le bilan molaire. Le bilan molaire, c'est quoi? C'est une proportionnalité qui existe entre les nombres de moles entre les nombres de moles des réactifs et des produits. D'une manière pratique, si par exemple, j'ai une équation bilan du type A plus B, je donne dans le cas général, hein? Peut-être dans le cas particulier, on pourra avoir des choses après. Donc là, on peut avoir les coefficients stoichiométriques comme petit a, petit b, petit c, petit d. Ok? Donc,
Vous voyez, nous avons un exemple dans le cas général d'une équation bilan, donc qui est bien équilibrée. Le bilan molaire dit quoi? Il y a une proportionnalité, une dépendance qui existe entre les nombres de moles des réactifs et le nombre de moles des produits. Et ça, il faut comprendre ça. Et cette proportionnalité dit quoi? Si j'ai N, le nombre de moles de A, sur son coefficient stoichiométrique. Ici, A, c'est le coefficient. Donc, je peux dire égal à nombre de moles de B sur B comme ça, nombre de moles de C sur C. Et chaque fois, on divise tout simplement par le coefficient stoichiométrique. Et c'est cette égalité-là qui existe. Et donc, cette proportionnalité, et c'est ça qu'on appelle le bilan molaire. Donc, je donne un exemple très simple. Tout à l'heure, on avait donné une équation du type H2 plus O2 donne H2O. Vous vous rappelez tout à l'heure. Et si on équilibre ici, bon, avec l'équilibre qu'on avait donné, on a mis 2 ici, on met 2 là, ok? Donc là, dans ce cas précis, si je veux donner, disons, le bilan molaire, c'est très simple. Je vais dire N de H2 sur 2 égale à N de O2 sur 1. Donc si on met rien ici, sachez que c'est 1 égale à N de H2O sur 2. Et là, il faut bien retenir ça, c'est important. Ok? Donc, c'est ça le bilan molaire. Donc, c'est très simple. Maintenant, quelle est l'importance du bilan molaire? L'importance, c'est très simple. Comme il y a une proportionnalité entre les nombres de moles, si l'un des nombres de moles est connu, tous les autres nombres de moles, je peux les déduire au besoin. Ok? Donc, si j'ai une équation bilan et que l'un des nombres de moles est connu, tous les autres nombres de moles, je peux les déduire au besoin. Ok? Donc, supposons, si on me disait ici que le nombre de moles de H ici, de H2 égale à 0,1, je donne au hasard comme ça, de H2. Donc, cela veut dire si le nombre de moles de H2 c'est égal à 0,5, et si j'applique maintenant ce bilan molaire là, supposons j'ai besoin du nombre de moles de O2. Je vais juste faire ceci. Je reprends, je dis, comme on a NH2 sur 2 égale NO2 sur 1. Et le reste, maintenant, vous faites juste une règle de 3. Je peux dire tout simplement NO2 égale à, tout simplement, NH2. Je fais un produit croisé comme ça, fois 1 sur 2. Et d'une manière concrète, je vais juste remplacer le NH2 comme on a donné 0, donc là je fais application numérique, je fais calcul, je dis NO2 égale 0,1, disons, sur 2. Et là je calcule, je trouve la valeur tout simplement. Donc ça donne, je pense, 0,05. Donc là je trouve directement la valeur de O2, 0,05 mol. Et donc, c'est ça. Donc là, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer le bilan molaire. Donc, le bilan molaire, l'intérêt, c'est de trouver en fait d'autres nombres de moles. Donc, parce que c'est une proportionnalité qui existe entre les nombres de moles. Si l'un des nombres de moles est connu, tous les autres maintenant, on peut les déduire au besoin, si on en a besoin, comme l'exemple que j'ai donné ici. Donc ça, c'est bon pour la démarche. Pour récapituler, pour la démarche, d'abord, il faut connaître les réactifs, les produits, pouvoir écrire l'équation bilan et maintenant répondre aux questions. Souvent, faire le bilan molaire et répondre aux questions. Je peux donner maintenant, peut-être là, on va terminer par ça. On va donner un exemple. On va dire exemple ou bien exercice d'application si vous voulez. Exercice
d'application. OK. Et là, bon, on peut donner un exercice d'application tout simplement. Une barre de fer. Une barre de fer. Laissez une barre de fer. Laissez à l'air libre. Une barre de fer laissée à l'air libre. Très longtemps. Très longtemps. Une barre de fer restée à l'air libre très longtemps s'oxyde en donnant de la rouille, donc s'oxyde en donnant de la rouille. Et la rouille ici on va mettre Fe2O3. OK, s'oxyde en donnant de la rouille, Fe2O3. Question. Écris l'équation bilan. Écris l'équation bilan de cette réaction. Écris l'équation bilan de cette réaction. Écris l'équation bilan de cette réaction. OK. Deuxièmement, calcule le nombre de moles de fer pour 5,6 grammes. Calcule le nombre de moles de fer pour 5, ben là, OK, on peut dire 5,6 de fer. Calcule la masse de la rouille. Calcule la masse de la rouille produite. Calcule la masse de la rouille produite. OK, nous allons maintenant résoudre ça ensemble. Le corriger tout simplement ensemble. Donc, on fait corriger. Donc, la première question, c'est quoi? Écrire l'équation bilan. Comme je vous avais dit, ici, il faut chercher maintenant quels sont les réactifs. Donc, on a parlé une barre de fer laissée à l'air libre. Et à l'air libre, il y a le dioxygène. N'est-ce pas? Et très longtemps, il s'oxyde en donnant de la rouille ou bien oxyde ferrique. Donc là, on peut dire l'équation bilan. Donc ici, ça devient simple. Équation bilan. Donc en fait, ça c'est une oxydation. Et une oxydation se fait dans le dioxygène de l'air. Donc là, je vais mettre Fe tout simplement. Fe plus O2 donne Fe2O3. Et là, on équilibre. Donc ici, comme nous l'avions donné tout à l'heure, on équilibre. Ici, je mets 2, après 1 demi. Sinon, je mets 4 tout simplement ici. 4, après je mets 2 ici, 3 là. Donc c'est ça l'équation bilan. Donc c'est simple. Donc il y a 4 atomes de fer. 2 fois 2, 4 atomes de fer. 6 atomes d'oxygène. 6 atomes d'oxygène. OK? Donc, après, on nous dit, calcule le nombre de moles de fer. Le nombre de moles de fer. Ici, le nombre de moles de fer. Là, maintenant, il faut revenir un peu. Le nombre de moles, comment ça se détermine? Le nombre de moles de fer, ici, je peux dire FFE. C'est la masse Fe sur
la masse molaire de Fe. Et là, pour rappel, la masse molaire de Fe, c'est égal à 56. Et là, la masse de Fe, ici, nous l'avons déjà. Donc, je peux faire directement application numérique. Je mets nombre de moles de fer. Donc, ici, nous avons 5,6 sur 56. Et donc là, NFE, c'est égal à 0,1, disons, mol. Vous voyez? Donc, c'est ça, ici, le nombre de moles pour 5,6 grammes de fer. Maintenant, on demande de calculer la masse de la rouille. Donc, c'est la dernière question. La masse de la rouille. La masse de la rouille. Ou bien ici, l'oxyde de fer, Fe2O3. OK? Maintenant, la masse, comment on détermine la masse? On peut dire masse de Fe2O3. La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Ces formules-là aussi, il faut les connaître. Fe2O3 fois masse molaire Fe2O3. OK? Donc là, on va déterminer le nombre de moles. On ne le connaît pas. On détermine aussi la masse molaire. On sait comment on détermine la masse molaire. Donc ici, nous avons une molécule. On peut déterminer la masse molaire ici. Donc là, on met comment on détermine la masse molaire. On aura 2 fois de Fe plus 3 fois M de O. Et là, on peut calculer. On aura tout simplement ici 2 fois 56 plus 3 fois 16. Et là, on calcule 56 fois 2, ça donne 112. Ici, 3 fois 6, 18. Je retiens 1. Donc ici, ça donne 48. 3, OK. Donc 112 plus 48, ça donne combien? Donc ici, on aura 10, ça, je retiens 1, ça donne 6. Donc ça donne 160 grammes mol moins 1. Donc c'est ça la masse molaire. Donc je peux dire la masse molaire de Fe, c'est égal tout simplement à 160 grammes. OK, là c'est simple. Donc ça me reste maintenant le nombre de moles. Et là, je vais écrire le bilan molaire. Je réécris l'équation. On a Fe plus O2 donne Fe2O3. N'est-ce pas? Et là, je vais reprendre l'équilibre qu'on avait. 3, ici, 2. Et là, on va mettre maintenant le bilan molaire. Donc, le bilan molaire, Fe sur 4 égale à NO2 sur 3 égale à N de Fe2O3 sur 2. Et le bilan molaire, ce n'est rien d'autre qu'une proportionnalité qui existe entre les nombres de moles. Mais chaque fois, vous prenez le nombre de moles de la molécule ou bien de l'atome concerné sur son coefficient stoichiométrique. Et je vous disais tout à l'heure l'importance. Donc là, nous avons le bilan molaire qui est là. Nous avons aussi la proportionnalité. Donc, je connaissais déjà le nombre de moles de Fe. Ici, le nombre de moles de Fe2, c'est-à-dire de la rouille, c'est ce que je cherche. Et là, je mets les deux ensemble. Avec règle de 3, on a ceci. Et finalement, on retrouve ici Fe2O3 égale à 0,05 mol. OK? Et donc, maintenant, si j'ai ici le nombre de moles, c'est 0,05. La masse molaire, c'est 160. Je peux maintenant faire application numérique pour la masse. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, ici, je peux mettre M, disons, comme masse de Fe2O3 égale, je prends 0,05 fois 160.
Et là, vous posez l'opération et vous calculez. Et donc, pour trouver la valeur de la masse, ici, on va dire la masse Fe 2O3. On calcule. Bon, sinon on peut calculer ici 5 fois 6, 30, 5 fois 1, 5 plus 3, 8. Ok. Là maintenant il y a 2, donc ça donne tout simplement 8 grammes. Donc ici, on a la masse égale à 8 grammes. Et donc là, on peut encadrer tout simplement. Donc on peut dire la masse de la rouille ici pour 5,6 grammes de fer en présence de dioxygène, c'est égal à tout simplement 8 grammes. Et donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.